Les observatoires astronomiques ont toujours fasciné les publics, inspiré la culture populaire et suscité bien des vocations. Mais le récit passionnant des découvertes scientifiques qui ont eu lieu nous fait souvent oublier les vicissitudes politiques et économiques que ces observatoires ont traversées ou même dont ils sont le fruit. Pour l'illustrer, je vous emmène aux observatoires de Paris, de Besançon, de Strasbourg et du Pic du Midi, dans les coulisses de ces lieux de science. Fondé par l'Académie royale des sciences en 1667, l'Observatoire de Paris, alors appelé Observatoire royal, est le plus ancien observatoire encore en fonctionnement dans le monde. Aujourd'hui déployé sur 3 sites, Paris, Meudon et Nançay, plus de 300 scientifiques y mènent une recherche du plus haut niveau. Avec son patrimoine exceptionnel, l'Observatoire de Paris est aussi le témoin vivant du long chemin parcouru par la science astronomique. Chemin souvent semé d'embûches, comme le révèle l'histoire d'un de ses instruments les plus connus, la lunette Arago. En 1824, l'astronome Wilhelm von Struve fait installer à l'observatoire de Dorpat, en Russie, la plus grande lunette astronomique de l'époque. Grâce à elle, cet illustre scientifique parvient à recenser un grand nombre d'étoiles binaires. On appelle ainsi 2 étoiles qui tournent autour d'un même centre de gravité. Les astronomes de l'époque se passionnent pour elles car, en les observant dans la durée, ils parviennent à en calculer la masse, faisant ainsi d'immenses progrès dans la connaissance des astres. À l'Observatoire de Paris, le directeur des observations de l'époque souhaite que la France ne soit pas en reste dans ce domaine si prometteur. Il veut doter l'observatoire d'une lunette équatoriale encore plus puissante que celle installée à Dorpat. Ce directeur, physicien et astronome, c'est François Arago. Arago décide de doter l'observatoire d'une grande lunette pour observer les étoiles doubles. On est là dans les années 1830, mais il va mettre plusieurs années avant de convaincre la Chambre des députés de financer l'opération. C'est des sommes, on parle de plusieurs centaines de milliers de francs, ce qui, en euros contemporains, donnerait des sommes de plusieurs millions d'euros. Il va voir les députés, il leur demande à plusieurs reprises de l'argent, il va mettre 5 ans avant de réunir la somme suffisante pour construire la coupole. Hélas, François Arago ne verra jamais fonctionner la lunette abritée sous la coupole de la Tour de l'Est et qui portera son nom. Elle sera installée 1 an après sa mort. Mais on découvre alors que l'instrument n'est pas du tout en état de fonctionner. Le mécanisme de la coupole est très difficile à manœuvrer, la lentille de l'objectif, entreposée dans un lieu humide en attendant la fin de la construction de la monture, est devenue opaque et doit être changée. Les retards, réparations et déconvenues techniques s'accumulent pendant des années. Lorsque la lunette est enfin opérationnelle en 1874, elle n'est plus d'avant-garde. Les grands observatoires sont alors équipés de lunettes géantes beaucoup plus puissantes qu'elle. Mais cet épisode n'entame en rien la volonté des successeurs d'Arago de moderniser les instruments de l'Observatoire de Paris. Mouchet, à la fin du XIXe siècle, de nouveau va réinstaller des instruments très modernes à l'observatoire, comme une grande lunette coudée avec laquelle il va obtenir des images de la Lune absolument sublimes qui vont donner un atlas de la Lune qui va faire référence jusque dans les années 60, 1960. Et dans les années 1880-1890, l'observatoire de Meudon va également s'équiper parmi les plus grands instruments au monde, une grande lunette de 83 cm de diamètre qui est la 3e plus grande du monde, un télescope de 1 mètre, qui vont permettre de faire des travaux de premier plan en astrophysique. Cet élan modernisateur n'est pas propre à l'Observatoire de Paris. Après la défaite de 1870 contre la Prusse, que beaucoup alors attribuent à la supériorité technologique allemande, le gouvernement de la Troisième République prend conscience de la nécessité d'investir davantage dans la science. Partout en France, l'État restaure d'anciens observatoires ou en crée de nouveaux. L'un d'eux se situe à Besançon. Si cette ville est choisie à l'époque pour y faire construire un observatoire, ce n'est pas par hasard, mais du fait d'une guerre commerciale. En effet, à la fin du XIXe siècle, l'horlogerie est le poumon économique de Besançon.
Mais les horlogers byzantins subissent de plus en plus la concurrence de leurs confrères suisses. Or, ces derniers font certifier la précision de leurs montres par les observatoires de Genève et de Neuchâtel. Les horlogers de Besançon veulent donc, eux aussi, leur observatoire. Et c'est ainsi que le 11 mars 1878, un décret crée à Besançon un observatoire astronomique, météorologique et chronométrique. Sa construction est achevée en 1884 et l'année d'après, y est mise en service une lunette méridienne, c'est-à-dire une lunette orientée dans l'axe nord-sud. Mais comment une lunette astronomique peut-elle donner l'heure ? François Vernotte, qui a dirigé 10 ans l'Observatoire de Besançon, m'en a fait découvrir le fonctionnement. Alors avec ce type de lunettes, on va observer des étoiles très bien connues du point de vue de leur position. Donc l'idée, c'était de dire, on connaît très exactement la position de cette étoile, donc on connaît très exactement par le calcul le moment où elle va passer au méridien, et donc on attend que l'étoile passe dans le champ. On règle bien la lunette et on attend à l'oculaire, et quand l'étoile passe au centre du champ, paf, c'est l'heure. Et la comparaison entre l'horloge théorique donnée par le calcul et l'horloge qui est ici donne l'erreur de cette horloge-là, parce que la réalité, c'est la rotation de la Terre qui le donne. Mais en 1967, avec l'invention de l'horloge atomique, la manière de mesurer le temps change. La lunette méridienne ne peut plus rendre le service pour lequel, un siècle plus tôt, les horlogers de Besançon avaient demandé son installation. Au début des années 80, elle est encore utilisée une dernière fois pour mesurer des positions d'étoiles qui aideront, en 1989, à lancer le premier satellite astrométrique, Hipparcos, précurseur de Gaïa. Céline Reillet, chercheuse à l'Observatoire de Besançon, travaille sur la mission Gaïa, lancée en 2013. C'est un catalogue de plus d'1 milliard d'étoiles sur toute la voûte céleste. Avant que ce catalogue soit rendu public et utilisé par la communauté scientifique, je compare les données avec un modèle assez précis de la galaxie pour m'assurer qu'il n'y a pas des choses vraiment très bizarres dans les données. Je m'intéresse aussi beaucoup aux naines brunes et aux étoiles de petite masse qui sont les étoiles majoritaires dans la galaxie. J'ai également travaillé sur des mouvements des étoiles au voisinage du Soleil. Tout ceci avec les données les plus incroyables qui existent aujourd'hui. Cependant, à 200 km au nord-est de Besançon, 3 ans à peine avant la naissance de l'Observatoire byzantin, un autre observatoire voyait le jour, en grande partie pour des raisons politiques. Installé à une vingtaine de minutes à pied de la cathédrale, l'actuel Observatoire astronomique de Strasbourg doit en effet son existence à nos voisins allemands. Après la guerre franco-prussienne de 1870, l'Alsace-Moselle est cédée au tout nouvel empire allemand. L'empereur Guillaume Ier et son chancelier Bismarck veulent faire de Strasbourg une vitrine intellectuelle de la puissance allemande. Ils y installent une université, dotée d'un jardin botanique et d'un observatoire, inauguré en septembre 1881. Mais d'un point de vue astronomique, construire un observatoire à côté d'une ville n'est pas une panacée. La pollution lumineuse, même à l'époque, empêche de regarder les objets célestes les moins brillants. Les astronomes de Strasbourg doivent donc limiter leurs observations à certains objets du ciel, comme les comètes. Dès la fin des années 60, donc, les observations avec cette lunette ne sont plus compétitives par rapport aux grands observatoires qui se construisent un petit peu partout dans le monde. Donc les observations se sont arrêtées. Malgré tout, cette lunette fonctionne encore, et c'est encore l'une des rares qui soit pleinement en état de fonctionner en France. Il continue d'y avoir des observations, mais plus pour les astronomes professionnels. Depuis longtemps, d'ailleurs, les astronomes ne regardent plus directement à l'œil nu comme on peut le faire encore avec cette lunette, mais elles sont utilisées à la fois par des astronomes amateurs. Elle est aussi utilisée dans le cadre d'observations publiques. Au printemps et à l'automne, la grande coupole s'ouvre pour pouvoir dévoiler le ciel au public strasbourgeois. Et même en tant qu'astronome, regarder à travers cette lentille à l'œil nu et regarder par exemple les cratères de la Lune ou les anneaux de Saturne, c'est quand même quelque chose qui reste magique. Cependant, si on n'y a fait que peu d'observations, l'Observatoire de Strasbourg héberge encore aujourd'hui de nombreuses équipes de recherche et recèle un véritable trésor numérique. Quelque chose qui est connu de tous les astronomes du monde entier, c'est que l'Observatoire héberge le centre de données de Strasbourg, qui avec ses serveurs
fournit gratuitement à la communauté astronomique mondiale les images de référence de l'astronomie. Et c'est un service qui est unique dans le monde. Si, comme celui de Strasbourg, la plupart des observatoires établis dans des villes universitaires ne font plus d'observations aujourd'hui, certains de ceux installés dans des sites astronomiques continuent de scruter les étoiles. C'est le cas de l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre. Situé dans les Pyrénées, à 2877 mètres d'altitude, le site est repéré pour ses qualités astronomiques exceptionnelles au moins depuis le début du XVIIIe siècle. En 1878, la société Ramon, société savante présidée par le général de Nansouty, lance à son sommet la construction d'un observatoire. Inauguré 4 ans plus tard, ses fondateurs en font don à l'État car leurs moyens ne permettent pas de financer son entretien. Au fil du temps, l'observatoire s'est doté de 9 coupoles, dont 5 sont encore en activité scientifique. L'une d'elles abrite le télescope Bernard-Lyot, du nom de l'inventeur du coronographe, un instrument qui masque le centre brillant du Soleil pour pouvoir observer la couche externe de son atmosphère. Grâce à cette invention, Bernard-Lyot a été, dans les années 1930, le premier à observer la couronne solaire en continu. Avec un diamètre de 2 mètres, le télescope Bernard-Lyot est le plus grand télescope optique en France métropolitaine. Depuis 2006, son utilisation a été dédiée à l'observation de phénomènes lumineux provoqués par le champ magnétique des étoiles. L'instrument que l'on voit derrière nous, qui s'appelle Néo Narval, est spécialisé dans l'étude du champ magnétique autour des étoiles et du cortège de leurs planètes. L'instrument qui va arriver s'appelle SPIP. C'est un instrument très proche de celui-ci, en infrarouge, qui va étudier les mondes nouveaux autour de nous, des planètes de la taille de la Terre en zone habitable, donc qui va ouvrir un nouveau champ disciplinaire. C'est pour ça qu'on continue à utiliser le Pic de Midi aujourd'hui, par la qualité du site et surtout par la qualité de ses instruments. Mais là encore, recherche scientifique et nécessités économiques sont intimement liées et même alliées. Car la gestion d'un lieu de science comme celui du Pic du Midi coûte très cher, au point que l'État envisage, dans les années 90, la fermeture de l'observatoire. Pour l'éviter, une collaboration s'est nouée entre les scientifiques du Pic du Midi et de nombreux acteurs économiques et sociaux de la région Occitanie. Ce partenariat a permis de réhabiliter plusieurs installations scientifiques et d'ouvrir au public une partie du site. Faire tourner un site comme le Pic du Midi, une station d'observation, et l'entretenir dans l'immobilier coûte extrêmement cher. Et les scientifiques préfèrent investir directement dans l'instrumentation. Et donc, il y a vraiment un partage, un équilibre parfait entre l'apport du grand public qui permet d'entretenir tout ce qui est immobilier et l'apport scientifique qui nous permet de maintenir la science au meilleur niveau. Le Pic du Midi est aujourd'hui devenu un site touristique exceptionnel pour les passionnés d'astronomie et de nature. Il accueille chaque année environ 100 000 visiteurs. Astronomes amateurs et professionnels peuvent ainsi admirer ensemble, depuis ce lieu unique, la beauté de la voûte céleste.